Voilà. Voilà, donc, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. J'ai le privilège d'accueillir aujourd'hui 2 conférencières et un conférencier invité, tous les 3 éminents spécialistes de linguistique. Anna Krzyżanowska, professeure à l'université Marie Curie Skłodowska de Lublin. Bonjour. Bonjour. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, professeure à l'université de Silésie. Bonjour Katarzyna. Et Et Monsieur Francis Grossman, professeur émérite de linguistique à l'Université de Grenoble et membre de l'équipe de recherche l'IDILEM. On est honoré de vous avoir parmi nous, monsieur. Bonjour à vous, je suis honoré également. Je vous remercie donc, chers collègues, d'avoir accepté l'invitation de Pléiada à donner une conférence en ligne et de partager ainsi vos résultats de recherche avec les romanistes polonais. Chacun des conférenciers a ses objets de recherche particuliers. Les principaux domaines de recherche d'Anna Krzyżanowska portent sur la phraséologie française et polonaise sous différentes facettes morphosyntaxiques, lexicosémantiques et pragmatiques. Anna Krzyżanowska s'intéresse également à la sémantique lexicale, en particulier à l'étude des noms d'émotions associant l'analyse linguistique aux approches culturelles. Katarzyna Kwapisz-Osadnik est spécialiste en linguistique générale, romane et italienne et anglo-autodidactique. Plus concrètement, ses recherches portent sur l'analyse des catégories grammaticales dans le cadre de la linguistique cognitive. Quant à Francis Grossman, je pense qu'il n'a pas tellement besoin d'être présenté. Il est connu pour ses travaux sur l'analyse du discours scientifique dans ses dimensions phraséologiques, sur le lexique des émotions, sur les marqueurs discursifs du discours rapporté, ainsi que sur les dimensions énonciatives des discours appartenant à des genres différents, romans, presse et blog. Même si nos invités viennent des villes et des universités différentes, très éloignées les unes des autres, et ils se sont retrouvés, en quelque sorte miraculeusement, pour coopérer à la publication de plusieurs travaux. Pardonnez-moi si je ne cite que 2 à titre d'exemple. Les formules expressives de la conversation, analyse contrastive français, polonais, italien. Et un autre article, analyser les formules pragmatiques de la conversation, problème de méthode dans une perspective lexicographique. Donc aujourd'hui, nos conférenciers nous proposent de nous pencher sur le sujet suivant: analyse des formules expressives de la conversation, problème méthodologique dont la perspective pragmasémantique et contrastive. Et donc, je pense que j'ai assez parlé. Je vous prie donc de prendre la parole et de présenter les résultats de votre réflexion commune. Merci beaucoup. Anna, est-ce que c'est moi qui commence, je crois? Oui, c'est ça. Voilà, on s'est répartis, C'est à c'est toi comme la parole. une comédie, j'espère que ce ne sera pas une tragédie en 3 actes, donc il y aura une première partie que je vais assurer où je vais surtout présenter les problèmes généraux et méthodologiques du projet qui nous a réunis. Tout d'abord, je voulais vous remercier de votre bien aimable présentation et remercier les collègues présents et présentes dans la salle. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à votre groupe de travail. Donc, ce projet, comme je vais rapidement expliquer ce qu'on a essayé de faire, puisque là, maintenant, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en principe terminé, mais à vrai dire, la rédaction de l'ouvrage nous a occupés longtemps après la fin officielle et nous continuons à réfléchir à des prolongements, à de nouvelles collaborations sur ce sujet. Donc, on sera vraiment à l'écoute de vos suggestions, de vos questions. Donc, comme vous l'avez rappelé, nous sommes 3 équipes, le LIDILEM à Grenoble, l'université de Lublin, enfin Marie Curie et l'université de Silésie. Alors, on va aujourd'hui vous présenter essentiellement on va faire une sorte de bilan de notre
collaboration à travers notamment l'ouvrage qui nous a réunis et dont vous avez eu la gentillesse de dire quelques mots tout à l'heure. Cet ouvrage comporte une introduction théorique qui explique un peu notre projet et puis 50 fiches lexicographiques par langue, le français étant la langue pivot. Notre but, c'était de décrire dans une perspective contrastive français-polonais, puisqu'on était dans le cadre d'un polonium, et à cela, nous avons eu le plaisir de pouvoir, grâce à Katia ici présente, ajouter l'italien, le fonctionnement de… Alors, je reviendrai sur les dénominations. On a parlé au début de pragmatem, et puis, pour des raisons que je vais expliquer, on a choisi un autre terme, celui de formule pragmatique expressive. Là aussi, je vais expliquer ce terme. Mais en gros, ce sont des expressions qu'on utilise, qui existent dans toutes les langues et qui sont couramment utilisées dans la conversation de tous les jours. Et le paradoxe, c'est que, alors que la phraséologie s'est souvent intéressée aux proverbes, à travers la parémiologie, ou à d'autres types d'expressions figées, finalement, ces expressions très courantes qu'on utilise tous les jours sans même s'en rendre compte ne font pas l'objet ou n'ont pas fait l'objet d'un traitement systématique. On les trouve cités dans les dictionnaires, surtout à travers les exemples. Parfois, il y a une petite glose, mais il n'y a pas eu beaucoup de travaux systématiques. Il y en a quelques-uns, y compris dans des perspectives contrastive, mais finalement, c'est encore un continent à explorer. Voilà, diapo suivante, Anna. Alors, on a été obligé évidemment de sélectionner nos formules. On ne pouvait pas faire quelque chose, étant donné la dimension contrastive, il fallait se limiter. Donc, on a choisi quelques critères. D'abord, il fallait qu'il y ait une fréquence suffisante. Comme le français était la langue pivot, on a choisi un critère de fréquence sur les formules françaises, au moins 12 dans nos corpus. Et puis, évidemment, il y avait des critères qui étaient liés aux formules elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir un certain degré de figement syntaxique, sémantique et énonciatif. Alors, pour le figement, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Il fallait aussi qu'il y ait une fonction expressive. C'est la honte, par exemple, ça exprime vraiment ce sentiment, un sentiment, non pas de honte, mais de forme d'indignation ici. Alors que des formules comme c'est clair n'ont pas été retenues parce qu'elles n'avaient pas cette fonction expressive. Et puis, ça c'est l'originalité aussi du projet, elles ont des valeurs illocutoires spécifiques, avec ce qu'on a appelé d'un terme barbare, parfois une certaine polyfonctionnalité, c'est-à-dire qu'elles peuvent servir à différentes choses, elles peuvent accomplir différents actes de langage, pas toujours, mais assez souvent. Et puis, on s'en est tenu à un usage standard ou familier puisqu'on est dans les formules de la conversation courante, mais on n'a pas retenu des formules trop vieilles ou très vulgaires qu'on aurait pu traiter aussi, mais on ne l'a pas fait. Voilà, diapo suivante. Donc, le corpus, je ne vais pas détailler parce que vous trouverez tout cela dans l'ouvrage si vous avez la curiosité de vous y pencher. En français, on était limité par le fait qu'il n'y a pas de très gros corpus de français oral. Il y a Orfeo, et donc on a utilisé Orfeo, qui nous a bien aidé, mais c'est 4 millions de mots. Et on a été regardé pour compléter, parce que sinon on n'avait pas assez de matière pour sélectionner nos expressions. On a aussi été regarder les dialogues de romans. Donc on sait bien que ce n'est pas de l'oral au sens strict, c'est de l'oral représenté, comme on dit maintenant, c'est-à-dire de l'oral tel que les romanciers le recréent à leur façon, mais souvent c'est quand même assez proche, avec des différences, mais assez proche de la langue familière de l'oral.
Et puis, les deux autres corpus, eh bien, le corpus national de la langue polonaise, que je ne vous présente pas, vous le connaissez mieux que moi, PAESA, dont parlera sans doute Kasia tout à l'heure. Et puis, on a fait des explorations complémentaires sur différents types de réseaux, Facebook, Twitter, ou des forums de sites en ligne. Voilà. Alors, je reviens sur les dénominations. On a finalement choisi formule plutôt que pragmatème parce que le terme pragmatème, on s'est rendu compte qu'il avait à présent une dénomination assez stricte, notamment à la suite des travaux d'auteurs tels que Alain Polguer et ses collègues, Fléchon, Frassi. Mais il y a plusieurs articles et on trouve ça déjà chez Igor Meltchouk. Donc, pragmatème, chez ces auteurs, ce sont des expressions qui sont complètement dépendantes d'une situation extrêmement bien définie. J'ai pris comme exemple attention à la marche, mais on pourrait prendre, je ne sais pas, quand on téléphone, on dit allô, ou bon, des expressions qui sont donc extrêmement dépendantes d'un contexte très précis d'utilisation. Or, nos formules, puisque c'est le terme que nous avons finalement préféré, n'ont pas cette caractéristique-là. Elles sont contraintes par la situation, mais elles ont un degré de contrainte moins fort. Quand on dit « ça craint », on ne va pas le dire quand on est très content, ça c'est sûr, mais on va l'utiliser dans certains contextes bien particuliers. Par contre, si vous me demandiez là, dans quel cas je dois utiliser ça craint, je dirais, je ne sais pas, il y a quand même beaucoup de possibilités pour utiliser cette expression. Hein, de même, le français, j'ai mis les équivalents polonais qui ont été traités par Anna. Bon, quand on dit « t'inquiète » ou « c'est pas grave », eh bien, il y a beaucoup de possibilités d'emploi. Même si on peut quand même, pour chacune de ces expressions, essayer de définir des situations prototypiques. Donc voilà, c'était un peu l'originalité de ces formules par rapport à d'autres types de phrasèmes qui sont plus couramment traités dans la littérature. Alors, j'en viens maintenant au terme expressivité, puisque ce sont des formules expressives. Le Gallois et François, entre autres, ont montré que l'expressivité en linguistique comporte plusieurs dimensions, et donc je vais en énumérer quelques-unes pour nos formules. D'abord, elle est liée à l'attitude de l'énonciateur, qui parfois exprime un affect ou une évaluation. On avait les deux cas, une évaluation du discours d'autrui fortement marquée par la subjectivité, c'est-à-dire soit l'énonciateur marque une critique, soit au contraire, il marque son accord. Il y a aussi un marquage prosodique. Alors ça, c'est très marqué dans le cas de nos formules, avec des modalités de phrases le plus souvent exclamatives, parfois beaucoup plus rarement interrogatives, et puis toutes sortes de nuances prosodiques qu'il est parfois difficile de transcrire. Par exemple, on sait qu'il n'y a pas forcément une prosodie de l'ironie, mais malgré tout, l'ironie est marquée prosodiquement. Le figement énonciatif, eh ben, quand on dit en français « j'y crois pas », vous ne pouvez pas mettre cette formule au discours indirect. Si vous dites « je lui ai dit que j'y croyais pas », ce qui est effectivement possible, vous perdez le sens formulaire. Hein, vous ne conservez plus que le sens de base ou littéral. Donc la formule, elle est complètement dépendante de son contexte d'énonciation. Elle ne peut pas apparaître, par exemple, au discours indirect. Et enfin, la dimension intersubjective, une formule telle que « c'est une honte », par exemple, permet d'exprimer devant autrui son indignation ou de signaler sa réprobation.
Alors, la question du figement est très compliquée et on va pas, peut-être que dans la discussion, on reviendra sur cette question parce que si j'en parlais maintenant, je prendrais trop de temps. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont des différents degrés de figement. Elles n'ont pas le même type de figement, n'ont pas toutes le même type de figement. Certaines sont assez figées, d'autres le sont beaucoup moins. On peut le vérifier grâce à des tests que vous connaissez. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'elles sont mémorisées comme des blocs. Donc ça, c'est intéressant pour les didacticiens ou pour les traducteurs parce que ça veut dire que ce sont des unités mémorisées chez les natifs qui connaissent leur contexte d'emploi prototypique. Et une même formule peut avoir des valeurs illocutoires différentes selon son contexte, on en a déjà parlé, et parfois aussi selon sa place dans l'échange. Je prends l'exemple de bon courage. On peut dire ça à quelqu'un parce qu'on sait qu'il a un problème personnel, par exemple une maladie, on lui dit bon courage. Mais parfois, je l'ai remarqué dans les commerces en France, cette formule s'est beaucoup dévaluée et on va l'utiliser comme une sorte de fatigue, parfois pour simplement dire au revoir. Ça m'a frappé, le client sort d'une boulangerie, il dit bon courage. Quand on réfléchit, on se demande pourquoi il faut du bon courage. Bon, c'est vrai que pour un boulanger, il faut du courage pour se lever à 5 heures du matin, mais en dehors de ça, la formule paraît peu adéquate. De même, une formule comme « j'y crois pas », elle peut marquer aussi bien l'étonnement, l'indignation, la désapprobation, donc elle a des valeurs expressives assez différentes. Diapo suivante. Alors, juste un petit commentaire pour que vous ayez une petite illustration du travail lexicographique. Il est plus long, il y a d'autres champs que ces 4 que je vous ai mis là dans notre ouvrage. Il y a des champs remarques, d'autres exemples, etc. Bon, il y a à chaque fois une petite glose. Il y a dans le champ B le plus important, puisque notre ouvrage, son originalité par rapport à d'autres ouvrages lexicographiques, c'est qu'il met l'accent sur les fonctions pragmatiques. Donc, on a par exemple pour la formule « j'y crois pas », eh bien, est détaillée et distinguée la fonction proprement expressive, émotive et appréciative. J'y crois pas permet de marquer l'étonnement, l'incrédulité ou l'indignation, même parfois de temps en temps, assez rarement le contentement. Et puis, elle a aussi une fonction réactive. Elle peut servir à désapprouver ou à montrer qu'on ne comprend pas quelque chose. Voilà, donc je termine là-dessus pour que vous ayez une idée un peu plus concrète du travail lexicographique effectué sur le français. Et Anna va à présent parler de la dimension contrastive avec le polonais. Oui, justement, je voudrais maintenant situer notre réflexion dans une perspective contrastive franco-polonaise. Et la démarche que nous avons adoptée est confrontée à des difficultés majeures. Et la première était liée à l'établissement en polonais et en italien aussi, mais si je me concentre sur cette comparaison français-polonais. Donc, la première est liée à l'établissement en polonais, un équivalent d'une formule française aussi proche que possible. Et la deuxième est liée à l'impact d'une contrainte sociolinguistique et culturelle sur les modalités d'emploi des formules respectives. Donc, les équivalences ont été établies de la langue pivot vers les polonais et ensuite testées sur des exemples relevés dans les corpus comparables. Et dans notre démarche, nous nous sommes concentrés à trouver une expression correspondante adéquate, c'est-à-dire celle qui a
la même valeur ou fonction de la formule de la langue pivot. Et les chercheurs français, par exemple Ascombre et polonais, par exemple Krzyzewski, soutiennent qu'on ne peut pas limiter l'équivalence à une correspondance formelle ou sémantique, mais qu'il faut aussi étudier les similitudes et les différences interlinguistique à tous les niveaux de la description, donc phonétique, grammaticale, stylistique, pragmatique. Donc, dans notre étude, nous avons adopté les principes d'Anscombre selon lesquels on devrait essayer de concilier les exigences des différentes équivalences catégorielles, lexicologiques, statistiques et stylistiques. Donc, pour nous aussi, c'est l'essentiel, bien sûr, le plus important était de trouver un bon équivalent au niveau fonctionnel. Donc, l'équivalence catégorielle est basée sur l'idée de fonctionnalité semblable. À une formule d'une certaine catégorie devrait correspondre à une formule de la même catégorie, ce qui n'est pas toujours évident, mais bon. Mais en cherchant un bon équivalent, il faut aussi respecter les principes d'acceptabilité situationnelle lors du transfert du français vers les polonais et du français vers l'italien. Et encore, un autre critère qui était aussi important, c'est-à-dire parce que quand on compare les langues, on cherche toujours un tertium comparationis. Donc, pour nous, toutes ces formules étudiées donc, sont utilisées dans une situation de communication spécifique et s'interprètent comme, au moins dans certains contextes, comme réalisant les mêmes types d'actes de langage à un acte expressif, donc qui traduit l'état subjectif, affectif, émotionnel du locuteur. Et maintenant, je voudrais bien attirer votre attention sur certaines difficultés qu'on a rencontrées pendant à la recherche d'un bon équivalent. Donc, les difficultés que nous avons rencontrées pour trouver un bon équivalent sont liées aux questions suivantes. Donc, à la dimension diastratique des formules comparées, à divers degrés de figement syntaxique et ou sémantique des formules, aux idiosyncrasies relevant des spécificités typologiques des langues ou du mode de conceptualiser la réalité extralinguistique. Et donc, après l'analyse, en prenant compte tous ces faits, tous ces critères, toutes ces difficultés, donc, compte tenu de tout cela, on a été amené à établir des équivalents, on les appelle des équivalents approximatifs. Et en ce qui concerne la dimension distratique des formules comparées, on a noté 3 cas de différence des registres de langue parmi 50 formules françaises et polonaises étudiées. Et je donne justement ces 3 exemples des décalages, des différences entre les Français et les Polonais. Les bramantombe, qui appartient au registre familier, szczękami opadła, au registre très familier. En polonais, on utilise le terme potoczny, swobodny, vas-y, registre familier, et śmiało, registre courant. Et en polonais, on emploie le terme potoczny, staranny. Et maintenant, puis en prenant en compte les principes d'équivalence lexicologique, donc selon lesquels on a essayé de fournir une formule figée, pour une formule figée, une formule également figée,
dans l'idéal. Non, on a pu constater que les conditions d'acceptabilité dépendent des contraintes parfois difficilement prévisibles qui sont liées au caractère figé d'une formule. Ainsi, si on compare par exemple la formule française « ça craint » et qui a pour équivalent, qui a des équivalents, on a des équivalents en polonais, donc on voit les différences des degrés qui se situent au niveau du degré d'effigement, au niveau syntaxique et au niveau sur le plan sémantique et sur le plan syntaxique. Donc, la situation est très complexe parce que, en plus, la formule française est polysémique. Donc, elle a deux sens, des acceptions. Donc, en ce qui concerne le figement syntaxique, ça craint et semi-figé. Et contre, Dobani, son premier équivalent polonais, est entièrement figé, syntaxiquement entièrement figé. Et Strach-Bach également est syntaxiquement figé. Sur le plan sémantique, ça craint le premier sens est sémantiquement, de sacrin est sémantiquement opaque. Par contre, le deuxième, on voit quand même, on peut dire que ce sens est semi-transparent parce que quand même, on arrive à identifier cette motivation sémantique est accessible grâce au sens transparent du verbe craindre. Et Dobani, par contre, est sémantiquement opaque. Et par contre, le deuxième équivalent, Strach-Bach, est sémantiquement transparente parce qu'on arrive à identifier le sens et la motivation de cette formule. Et maintenant, d'autres écarts qu'on peut rencontrer en comparant les deux langues, ce sont les écarts qui sont dus aux spécificités typologiques. Et dans ces cas-là, souvent, la formule française et son équivalent ou ses équivalents en polonais présentent des structures propres à chaque langue. Et c'est le cas, par exemple, c'est le paradis et Jagdbrayu. Donc, c'est le paradis est une structure attributive partageant le cadre syntaxique, c'est suivi du déterminant défini et du nom prédicatif. Elle est peu figée syntaxiquement parce qu'on a une possibilité d'insertion d'un adverbe ou d'un adjectif. Par exemple, c'est carrément le paradis, c'est le vrai paradis. Et cette construction et cette formule est construite selon les moules syntaxiques pouvant générer une série, c'est suivi du syntaxe nominal prédicatif. En revanche, son équivalent polonais Jagdbrayu est une construction locative comportant la conjonction jak, comme la préposition veut, et le nom au locatif ablativus locativus rayu. La formule est semi-figée, rarement expansée par un adverbe intensif. On a pu trouver seulement prawie Jagdbrayu, c'est un seul exemple qu'on a pu trouver dans le corpus, et l'insertion n'est pas admise. Donc, on voit ces différences au niveau syntaxique, au niveau de la combinatoire entre français et polonais. Et la formule polonaise est construite aussi selon le schéma syntaxique préétabli pour en générer une série, jak w raju, jak w niebie, jak w domu, etc. Et je voudrais aussi souligner le fait que l'équivalence
entre les formules françaises et leurs équivalents polonais est toujours perturbé par les divergences de nature idiomatique portant justement sur la structuration syntaxique et sémantique de ces types d'énoncés, ou par celles qui se situent sur le plan idiosyncrasique, à savoir dans le découpage de la réalité extralinguistique, donc différence des conceptualisations. Et les formules qui sont mises en contraste peuvent être motivées par les domaines expérientiels différents, et c'est le cas jak w raju et c'est le paradis, parce que dans le premier cas, il s'agit, la première réfère au domaine spatial, et par contre, dans le cas de la formule française, on attribue une qualité à un état. Donc, il y a cette différence au niveau conceptuel. Et les formules comparées ont souvent leur structure syntaxique propre, et dans certains cas, elles présentent un degré d'échivement un peu différent, ces derniers temps également corrélé à la question de l'autonomie syntaxique des formules comparées. Et les écarts peuvent également se manifester au niveau de la configuration des valeurs pragmatiques attribuées à des formules étudiées. Et cette configuration n'est pas identique dans les deux langues comparées. Et on peut ici évoquer l'exemple des Sacrins et aussi le deuxième, pas de souci, qui a pour son équivalent polonais nie martw się, finalement on a choisi nie przejmuj się. Et dans les cas de la formule française, c'est la fonction pragmatique fatigue qui domine. Il s'agit de données d'accord, et dans le cas de la formule polonaise, c'est la fonction émotive, expressive émotive qui domine, parce que l'équivalent polonais sert à marquer la sympathie. Le locuteur veut marquer de la sympathie par rapport à l'égard de son interlocuteur. Et bien sûr, on peut aussi évoquer d'autres contrastes entre le français et le polonais, au niveau sémantique et sémantico-pragmatique, mais aussi au niveau syntaxique, au niveau grammatical. Je pense ici par exemple, à l'existence des variantes. Donc, on a aussi cette question-là aussi pose des problèmes, parce que parfois on avait du mal à décider quelle est la forme canonique et quelle formule n'est qu'une variante. Donc, on note aussi les cas de l'asymétrie à différents niveaux. Par exemple, les manques, on se heurte à l'absence d'équivalent. Et également, on a pu noter l'apparition des équivalents monolexicoles des formules polylexicales. Donc, c'est aussi donc, comment traiter, bien que certains linguistes traitent des formules monolexicales de l'exème aussi, comme formule, parce qu'ils peuvent avoir cette valeur phrastique. Mais on trouve pas mal d'exemples dans notre livre, dans notre monographie, où la formule française a pour son équivalent un équivalent monolexical. Par exemple, c'est pas possible en polonais niemożliwe.
Par pitié, błagam. Tu parles jasne. Vas-y, śmiało. C'est cool, fajnie. C'est la honte, żenada. Donc, on trouve des différences aussi sur ce plan. Bon, c'est tout. Maintenant, je passe ma parole à Kasia qui va nous parler disons, qui va comparer le français avec l'italien. Merci Anya. Donc, pour faire comprendre à quel point le travail s'est avéré problématique et a pu nous laisser perplexes, même dans les cas des langues qui appartiennent à la même famille, donc qui se ressemblent, je propose de comparer la formule française « ça roule » et son équivalent italien « a posto ». L'étude détaillée de ces deux formules a été présentée lors des journées d'études consacrées au pragmatem qui se sont déroulées à Sosnowiec en 2019 et en 2020, elle a été publiée dans un article de la revue Neophilologica sous le titre « Ça roule, un pragmatem à décortiquer, une étude contrastive franco-italienne ». Comme vous pouvez voir sur la diapo, le titre est déjà modifié, donc les termes de pragmatem dont Francis nous a parlé tout à l'heure est remplacé par le terme de formule. Alors, je commence par la description des corpus italiens. Le corpus Paisa contient 250 millions de mots extraits de textes authentiques provenant d'Internet. Les deux autres corpus italiens offrent des enregistrements donnant accès à la langue parlée. Le corpus de l'italien de télévision est constitué de plus de 168 heures d'enregistrement à partir de la Rai 1 et de Mediaset. Et le corpus de l'italien radiophonique se base sur environ 100 heures d'enregistrement. Dans les cas douteux, nous avons également consulté les corpus de traduction comme Reverso et aussi l'intuition de natifs de la langue italienne. Je reviendrai à la question à la fin de la présentation. Alors, Agnès, s'il te plaît, là, merci. Et ces deux formules, l'analyse de ces deux formules, la comparaison de ces deux formules, nous a conduit à constater que justement la formule italienne semble avoir beaucoup en commun avec son correspondant français. En effet, elle est aussi utilisée en langue parlée courante, surtout en séquence dialogale. Les deux formules possèdent les mêmes valeurs pragmatiques qui sont exprimer la satisfaction du fait que quelque chose se passe bien ou se déroule selon ce que le locuteur avait prévu, c'est le sens 1, et vouloir marquer l'accord à une proposition, à une demande de l'interlocuteur, et cela correspond au sens 2. Pour ce qui est de l'acte des langages qui en découle, les formules correspondent à 3 types d'actes de langage, à savoir l'acte expressif émotif, l'acte de demande pour se rassurer que tout se passe bien ou comme prévu, et l'acte d'approbation pour donner l'accord à une activité présentée ou demandée par l'interlocuteur. Quant à la fréquence d'emploi, il est étonnant que la fréquence de ces deux formules reste assez basse. Au total, on a noté seulement 22 occurrences d'emploi expressif de la formule italienne a posto. S'il te plaît, Anya. Au niveau syntaxique, les deux formules ne sont pas figées pour les deux sens. Pour la formule française, il y a des interrogations, des négations. Il y a aussi des insertions possibles, comme dans « ça roule plutôt bien ». Pour la formule italienne, il y a des variantes « tutto a posto » ou avec le verbe « essere » à la première personne du pluriel, ce qui donne « siamo a posto ». Pour le sens 1, on note aussi une variante phrastique contenant le verbe « essere » et avec la possibilité de permuter les sujets, ce qui donne « tutto è a posto » et « è tutto a posto ». De plus,
dans le sens 1, il y a une variante interrogative, a posto, siamo a posto, et une variante négative fondée sur le verbe, non siamo a posto. Dans le sens 2, dans les deux langues, on note la variation sur les temps verbaux, ce qui donne, par exemple, cela roulait bien entre nous, et en italien, eravamo a posto. Pour ce qui est du statut sémantique et lexical, les deux formules sont polylexicales. Avec le sens 1, le pronom ça et le pronom tutto renvoient tous les deux à la situation vécue par le locuteur ou par l'interlocuteur. Et avec le sens 2, il renvoie à la proposition qui est acceptée ou validée par le locuteur. En discours, les deux formules peuvent être initiatives ou réactives pour le sens 1 et elles sont uniquement réactives, toutes les deux, pour le sens 2. La formule « ça roule » possède des concurrents comme « alors ça roule » et « d'accord ça roule »,« ok ça roule »,« oui ça roule ». Et alors ça roule, ça correspond au sens 1, dans l'interrogation bien sûr, et puis les autres, ça correspond au sens 2. La formule italienne possède également des concurrents pour le sens 1, dans la variante interrogative pour accentuer le désir de se faire comprendre par l'interlocuteur, ce qui donne allora a posto così, quindi siamo a posto. Par contre, ça roule peut être utilisé dans le domaine de la circulation routière, par exemple, ça roule bien, ça roule mal. S'il te plaît. Contrairement à son correspondant français, la formule italienne a posto peut avoir plusieurs sens et par conséquent différents emplois. Par exemple, tenere le mani a posto veut dire ne pas toucher à ce qui ne nous appartient pas. Tenere la lingua a posto, ne pas parler. Avere la testa a posto, avoir un esprit équilibré. Mettere qualcosa a posto, remettre quelque chose à sa place. Mettere a posto qualcuno, donner une leçon à quelqu'un. Mettersi a posto veut dire trouver un bon travail. Et finalement, essere una persona a posto, être quelqu'un d'honnête, de bien. Pour compléter, il faut ajouter que la formule italienne a deux orthographes admises. Celle que vous voyez, dont nous nous servons dans cette présentation, et aussi a posto, qui est l'effet de la gémination phonosyntaxique, les phénomènes pertinents en italien. Du point de vue de la prosodie, dans les deux cas, on en revient à la question de base dont Francis nous a parlé, à savoir celle concernant les traits définitoires des formules figées expressives et plus précisément à la question de savoir si la formule peut être considérée comme figée dans tous ses emplois situationnellement marqués. Et voyons justement, Anya, s'il te plaît, et les formules, il faut encore voir les formules justement considérées comme situationnellement équivalentes. Pour « ça roule », on a choisi les formules suivantes. « Cela va bien »,« cela fonctionne bien », qui réalise le sens 1, et « ça marche », c'est d'accord, qui réalise le sens 2. En ce qui concerne la formule « cela va bien », elle exige la présence d'un sujet, qui est le pronom démonstratif « cela ». Par conséquent, le verbe est à la troisième personne du singulier et il est suivi d'un complément circonstanciel de mode saturé par l'adverbe bien. On note une analogie avec la formule italienne « va bene ». Dans ces deux cas, il y a le verbe « aller », « andare » à la troisième personne du singulier et le circonstanciel de mode réalisé par l'adverbe « bien »,« bene ». L'équivalent suivant est la formule « cela fonctionne bien ». Quant au statut syntaxique, la formule est construite sur le même schème que la formule « cela va bien ». Dans les deux cas, le sujet se réalise avec le pronom démonstratif « cela » et pour le circonstanciel de mode, on a l'adverbe « bien ». En italien, il y a une formule en rapport
d'affinité qui est questo funziona. La seule différence est dans l'absence de l'adverbe bene dans la formule italienne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de complément circonstanciel. Ça marche est le troisième équivalent. Il se compose du pronom démonstratif ça en fonction du sujet et du verbe marcher. La formule n'a pas son équivalent en italien, même s'il y a une certaine ressemblance avec la formule va bene. Le verbe aller est hyperonymique par rapport au verbe marcher, dont le correspondant italien, c'est le verbe camminare. La dernière formule considérée comme équivalente de la formule ça roule est c'est d'accord. Sa structure syntaxique diffère des précédentes quand on a le prédicat nominal composé du verbe copule être et du syntagme prépositionnel en fonction adverbiale d'accord. On retrouve une forme analogue parmi les formules italiennes où il y a essere d'accordo. La différence consiste en le manque de sujet et aussi le verbe est utilisé plutôt à la première personne du pluriel, ce qui donne siamo d'accordo. Et pour synthétiser, avant de passer aux conclusions générales, je m'arrêterai encore sur 3 problèmes fondamentaux face auxquels nous nous sommes retrouvés en ce qui concerne l'analyse français-italienne. Alors, le premier problème, c'est le choix d'un correspondant italien. Trouver un seul équivalent s'est avéré un véritable défi. Par exemple, à la formule « faut pas pousser » correspondent les formules italiennes suivantes. Non spingere troppo, non insistere, non tirare la corda, non esagerare, non agitarti, dont la fréquence et la productivité sont comparables. Par exemple, non spingere et non tirare la corda, les 2 formules leader, avaient toutes les 2 13 occurrences. Nous avons consulté nos intuitions linguistiques avec un groupe de natifs et finalement l'équipe a opté pour non tirare la corda, qui aurait plus d'occurrences d'emploi expressifs s'encadrant dans les situations d'usage propre. Le deuxième problème concerne l'absence de correspondance pragmatique totale. Par exemple, à la formule française « ça craint » correspond l'équivalent italien « fa schifo ». Toutefois, la formule italienne ne s'emploie que dans des situations d'expression d'une appréciation négative et non dans des situations de danger ou de menace pour en avertir. Par contre, elle s'utilise dans des situations de refus, ce qui ne serait pas le cas de la formule « ça craint ». Et justement, le dernier problème, mentionné tout au début, c'est le choix des corpus analogues. Si on se donne comme tâche de trouver les équivalents italiens ou polonais des formules fonctionnant en français et qu'on se base sur la fréquence d'emploi d'usage vérifiée à partir de corpus, alors il semble nécessaire d'avoir des corpus comparables quant aux années de recueil des données, quant à la forme orale ou écrite des données et quant à l'accès aux données situationnelles. Bien que nos choix des corpus italiens restent approximatifs, nous avons tout de même réussi à valider nos intuitions linguistiques et à approfondir nos connaissances lexico-pragmatiques dans les langues mises en examen. Merci. Et moi encore, pour conclure, j'aimerais bien ajouter 3 remarques très générales, notamment la première notre démarche porte sur les valeurs pragmatiques variées des formules conversationnelles dont le décodage nécessite obligatoirement la prise en compte du cadre énonciatif, mais aussi l'apport de nouveaux éclairages sur le plan conceptuel, cognitif et linguistico-culturel dans les domaines des recherches concernés. La description systématique de ce type d'expression a en outre l'importance capitale pour le développement des compétences communicatives des apprenants
Et la dernière, nous avons aussi essayé de mettre en valeur l'utilité des approches contrastives pour les recherches menées en traductologie, phrasologie et lexicographie multilingue. Et merci de votre attention. Encore bibliographie, référence, une brève bibliographie. Donc, merci. Oui, je vous remercie beaucoup à tous les trois, Anana, Katarzyna et Francis et Grossman. Je vous remercie pour cette conférence qui nous a bien montré la difficulté de la tâche que vous vous êtes posée, de décrire et de trouver des équivalents là où peut-être on a du mal à trouver des équivalents, de nous vraiment bien présenter la méthodologie que vous avez appliquée pour résoudre les différents problèmes. J'invite maintenant le public à poser des questions peut-être supplémentaires, à formuler des commentaires. Je vous demande de me le signaler, enfin de signaler la volonté de prendre la parole dans le chat.